Je vais vous parler à présent de l'autisme et de l'enfant intérieur vis-à-vis du syndrome d'Ehlers-Danlos. J'y viens parce que je l'ai constaté chez d'autres et sur moi-même. Il y a un enfant intérieur très présent dans notre personnalité qui nous a valu d'entendre qu'on était immature parfois. Ce qui est complètement faux, je vais développer. Et également, des questions sur une tendance autistique peuvent apparaître, soit que vous ayez pensé vous-même, ce qui est mon cas, soit qu'on vous en ait parlé, parce qu'on a été un fin observateur, et uniquement dans ce cas-là. Alors déjà sur l'enfant intérieur, bon, il est possible que, tout comme moi, vous ayez été dans votre développement enfant, ado et jeune adulte en retrait du développement des autres, c'est-à-dire en retrait de ce que font les autres. Vous n'étiez certainement pas au club de foot, vous n'étiez peut-être pas hyper populaire, tout ça, ça me paraît compréhensible. Et donc, à ce moment-là, vous êtes dans une différence qui peut expliquer ça. Cette différence, ça n'est pas seulement d'être en retrait parce qu'on a mal quelque part ou parce qu'on est fatigué. Étant gamin, j'avais une énergie incroyable et aucune douleur, jusqu'à 12-13 ans. Et pourtant, dès la maternelle, voilà, moi je me rappelle encore que j'étais pas du tout dans la mouvance commune. C'est donc en fait vous avez une façon de vous développer qui est parallèle à ce que les autres connaissent. Vous avez une autre façon de faire. Par exemple, les autres enfants sont turbulents, ils sont experts en relations sociales puisqu'ils sont tout le temps en train de se frictionner les uns les autres. Ils ont des jeux qui sont très énergiques et il est souvent question d'ego, de positionnement et de compétition. Vous, c'est pas du tout votre truc, il me semble. On est plutôt dans une découverte de l'environnement paisible, profonde et complète, analytique, et dans des phases où on fait le bilan de ce qu'on a appris. C'est la synthèse qui suit l'analyse, et c'est comme ça qu'on va découvrir la vie sur Terre. C'est notre façon d'apprendre. Le fait que le collègue ait un blouson de marque, ou qu'un autre joue bien au foot, ou que celui-ci ait réussi à emporter le cœur de la petite Julia, etc., ça vous concerne très peu. Vous voyez que ça arrive, vous n'êtes pas complètement fermé, mais votre développement se fait différemment. Il se fait par une observation directe, et il se fait en dehors de l'ego. Alors moi je dirais à la limite que vous ne construisez que très peu d'ego, ce qui peut être problématique, peut-être, je ne sais pas, dans un monde où tout le monde le fait. En tout cas, vous êtes en phase avec le réel monde qui vous entoure. Et je trouve que ça, c'est une bonne chose. Et alors, cet enfant intérieur, il a tendance à rester longtemps en vous. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes souvent attiré par des activités qui vont satisfaire quelque chose qui est extrêmement simple, tout à fait paisible, et qui tient du jeu. Et ça même plus tard, même beaucoup plus tard. Vous êtes dans des activités qui vous permettent de vous séparer du reste et d'entrer dans quelque chose qui est un domaine qui généralement va être simple, mais pratiqué de façon complète et très profonde. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous me suivent. Vous allez aussi, dans le monde professionnel ou dans la vie de tous les jours, trouver tout ça particulièrement ennuyeux.
et chercher instinctivement à aller chercher des sensations fortes, là où il ne serait pas censé y en avoir. Ça m'a valu bien des écueils. Je m'ennuyais en classe, par exemple, je faisais le pitre, au collège comme au lycée. Au collège, c'était extrême, hein. On a bien rigolé. Hein. Mais en contrepartie, ben, il y a le niveau scolaire qui peut être affecté, et puis ben, toutes les répréhensions, ouais, tout ce qui peut arriver comme violence en face, comme réponse, et à laquelle on est sensible, plus que d'autres. Il y a aussi le fait que vous êtes jugé là-dessus, puisqu'on juge toujours fortement sur le négatif. Les qualités, on verra plus tard, puisque les gens, s'ils vous jugent, c'est aussi pour dominer. Donc ils ne vont pas vous recouvrir de fleurs du matin au soir, ils vont avoir plutôt tendance à vous enfoncer la tête dans la terre. Et d'ailleurs, à l'école, vous l'avez peut-être souvent vécu, ce phénomène-là, de vous faire diminuer, rabaisser, critiquer, attaquer. Et vous avez dû le vivre avec beaucoup de souffrance, puisque vous souffrez plus facilement, puisque vous voyez plus ce qu'il passe, vous êtes plus conscient et vous êtes moins protégé. Donc la scolarité a dû être, pour beaucoup, j'imagine, délicate, peut-être par le handicap, s'il était là, moi il ne l'était pas, mais aussi, ensuite, par la différence comportementale, la différence de nature. Alors cet enfant intérieur, plus tard, eh bien, il exige d'être satisfait régulièrement. Eh oui, c'est comme ça. C'est notre façon de ne pas vieillir trop vite. C'est notre façon de ne pas nous ennuyer ou de trop nous mélanger avec ces gens qui nous sont si différents. C'est pour ça que j'insistais précédemment dans la notion de sport et loisir. Moi, je pense que vous devez avoir au minimum un sport et un loisir. Un sport pour la santé et un loisir pour le moral. Voilà. Avec ces deux choses-là, on est très protégé de tout ce qui peut se passer à côté. C'est-à-dire que le stress emmagasiné dans une journée normale, qui pour vous peut tout à fait être supérieur, eh bien à ce moment-là, est facilement évacué à travers une activité sportive ou de type satisfaisante comme les loisirs. Et cet enfant intérieur, quand il n'est pas satisfait, ben, il vous joue des tours. Alors je ne sais pas si vous en êtes conscient, j'espère que ça vous apportera des éléments de réflexion, mais si vous n'avez pas répondu présent à ces appels, à ce moment-là, la tristesse qui vous envahit est à la fois assez insidieuse et assez forte malgré tout. Elle est subtile, mais elle est de nature à vous recouvrir, à vous geler, en quelque sorte, dans un état pseudo-mélancolique, dans lequel on aura du mal à trouver, dans une analyse psychologique, soi-même ou avec un pro, on aura peut-être du mal à trouver des éléments d'explication. Par exemple, je pratique le modélisme. Quand il m'arrive de m'ennuyer, ce qui est fréquent, eh bien, je prends mon petit bolide et je crache le feu devant la maison. Je fais des passages, alors je fais de l'aéro et du roulant. Donc, en ce moment, là, je suis sur un petit buggy, tout bêtement, et je le fais rouler devant chez moi. Voilà. Alors oui, j'ai 42 ans et je joue à la petite voiture. J'assume complètement. Alors maintenant, le regard des autres me glisse dessus comme les plumes du canard. Ça a été plusieurs décennies de travail et je suis très fier de pouvoir l'affirmer sans mentir. C'est pas 100% du temps et c'est pas à 100% non plus en imperméabilité, mais je peux le faire. Et mon voisin sourit quand il me voit. Il a mon âge, il est plus sérieux. C'est un choix.
Voilà, c'est qui me procure beaucoup de bien. Et quand j'ai vidé mes 2 batteries, il s'est passé 1 heure, je suis très content, très satisfait, et je reprends mes activités, c'est comme une pause, et je reprends mes activités avec plaisir. Si j'étais en station devant l'ordinateur depuis 3 heures et j'avais mal partout, bah ça va déjà beaucoup mieux, parce que j'ai marché un petit peu. Euh, si quelqu'un m'ennuyait au téléphone ou quoi, eh bien là je suis dehors, ça me fait une coupure silencieuse. Le silence est important hein, pour nous. Et voilà, donc il y a tout un tas d'avantages immédiats à satisfaire cette pulsion en quelque sorte, qui est quand même modérée, mais qui est là et qui est exigeante. Même j'insisterai sur les phases que vous avez. S'il y a plusieurs jours pendant lesquels vous êtes mal, prenez plusieurs jours de loisirs. De toute façon, ce sera pire après si vous ne le faites pas. Vous pouvez partir en week-end chez un ami avec votre VTT, ça m'est arrivé, parce qu'il habite dans un endroit qui est propice à vous défouler comme ça, et, faire, je sais pas, sinon il y a aussi la possibilité de partir 2 jours en camping à l'aventure. Voilà, ça fait une très bonne coupure, puisque vous spécialisez votre activité dans une durée qui est cadrée, limitée, et donc ça vous concentre et ça vous coupe du reste. Donc cet enfant intérieur est à satisfaire pour votre bien-être mental, mais aussi parce qu'il vous propose de faire des pauses régulièrement, de vous défouler, de vous dégourdir. Il va soulager les peines corporelles, il est très important. Voilà. Alors qu'on ne vienne pas me dire que je suis immature, parce que je l'ai entendu toute ma jeunesse. Vous avez des activités qui paraissent immatures. Vous avez un comportement, quand vous êtes en forme, plutôt rigolard, plutôt taquin, qui peut paraître immature. Mais en fait, vous avez une très grande maturité, qu'on ne vienne pas vous l'enlever. Vous l'avez, elle est là. Vous avez une observation du monde qui est très importante. Vous avez une bonne culture, vous abordez tous les sujets sans difficulté, et vous assumez votre rôle plus tard d'adulte sans aucun problème, de mari, de père, aucun problème. Donc, il n'est pas question de vous enlever cette part de vous qui est présente, qui est intègre. Vous êtes droit en plus. Vous n'aimez pas le mensonge. Donc, qu'on ne vienne pas vous dire que vous êtes immature, et si vous vous en défendez, qu'on ne vienne pas vous dire que vous êtes malhonnête en plus, quoi. Parce que ça, c'est fréquent. La double peine, elle est souvent assénée par les autres pour s'assurer qu'ils ont bien raison vis-à-vis de vous. Parce que vous êtes difficile à choper. Voilà pour l'enfant intérieur. Alors sur le côté autisme, moi, avant d'avoir mon diag il y a 2 ans, je me suis mis à penser depuis 4 ou 5 ans qu'il était possible que je sois dans ce qu'on appelle le spectre autistique, sur une tendance de type Asperger. Alors, je ne sais toujours pas ce qu'il en est réellement, mais ce que je constate, c'est qu'il y a bien des points communs avec le fonctionnement d'un autiste Asperger. Parce qu'il y a un enfant intérieur très présent, déjà, et parce qu'il y a une saturation par les stimuli de choses qui vous entourent, et cette fatigabilité, qui est aussi une fatigabilité morale, qui exige des coupures par période. J'ai été en présence plusieurs fois de gens qui sont dans l'autisme, notamment type Asperger. Dans ma famille, on s'est occupé d'enfants notamment qui pouvaient parfois présenter cette particularité, et j'ai trouvé avec moi beaucoup de points communs, à un point qui était assez fulgurant, si on a une analyse un petit peu fine de ce qu'on observe. Alors, je ne sais pas comment fonctionne l'autiste Asperger en lui-même, mais je sais que moi, si je m'inspecte, je trouve énormément de points communs, et je vais essayer de les définir, et on appellera ça comme on voudra. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'en société, on a du mal à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs personnes qui commencent à parler,
qui commencent à nous solliciter en plus dans le groupe, qui racontent des anecdotes, qui font des blagues. Ça c'est terrible, hein, les blagues. Là on est paumé. Et je sais, pour l'avoir vu, que l'autiste Asperger aussi. Dans un groupe de personnes, il y a une activité débordante, de discussion, de relations, de liens, et tout va très vite. Vous pouvez vous sentir perdu très vite. Si vous êtes perdu, c'est peut-être par phase. Peut-être parce que ce qui est dit ne vous concerne pas, ne vous touche pas, ne vous intéresse pas. Mais peut-être aussi parce que ça va trop vite. Il peut y avoir aussi des liens entre les gens qui vous échappent. Telle personne est plus proche d'une autre. Ah bon? Ah oui, celle-là sort avec celle-là. J'avais pas vu. Vous passez à côté de plein de choses. Il y a aussi le fait que les gens qui d'un coup se mettent à s'adresser à vous alors qu'ils parlaient à d'autres, vous surprennent, vous prennent de vitesse et vous heurtent. Parce qu'on vous inclut, alors que vous n'aviez pas prévu de l'être, dans une discussion. Je parlais d'humour, mais il y a aussi l'hypocrisie, le double sens, les préjugés, les non-dits. Vous êtes tout le temps à côté, vous n'êtes pas stratège, et on est donc victime de les constater après coup, quand tout le monde se marre, quand c'est trop tard, quand on a une réputation, bref, quand c'est fini. Ça, c'est très difficile à gérer. C'est de nature à nous écarter, parfois définitivement, de certains groupes, parce que c'est trop préjudiciable. Ça porte atteinte en plus à notre intégrité qui est très forte. On a beaucoup d'honneur, beaucoup d'engagement, on est très droit, et donc là, si les gens commencent à nous prendre de travers en dérision, on est très blessé. De la même manière que nos efforts pour aller vers les autres sont considérables, même s'ils ne le voient pas. Ne serait-ce que pour simplement être présent. Je ne vous parle pas même de participer ou d'aider quelqu'un encore. Juste être là, c'est pas facile, c'est fatigant. Et donc, quand quelqu'un vous rejette ensuite, vous avez un sentiment d'injustice que vous vivez mal. Sur les sentiments d'injustice, d'abandon, le sentiment de préservation de la vie, vous êtes très très réactif. Mais ça ne se voit pas. Pas toujours en tout cas. Par exemple, quelqu'un qui écrase une plante, qui jette des détritus sur la route ou en pleine forêt, quelqu'un qui vous dit que vous êtes malhonnête, quelqu'un qui vous abandonne sans raison, quelqu'un qui vous juge et en se trompant, en bien ou en mal. Juger en bien, c'est pas toujours agréable, parce qu'on vous attribue une fleur qui ne vous va pas et vous n'en voulez pas parce que vous êtes honnête. Eh bien, toutes ces choses, eh bien, elles vont vous heurter profondément, durablement. Elles vont vous heurter violemment et parfois vous allez exploser. Ça m'est arrivé. Parfois vous allez partir, vous mettre en retrait et souffrir seul. Il vous arrive aussi de mal interpréter les choses et de les tenir pour acquises. C'est très rare, mais quand ça arrive, ça vous fait énormément de mal. Parce que vous avez une analyse très fine, mais vous avez pu aller un peu trop loin et déduire quelque chose qui n'était pas encore là. Ça, c'est un piège. Toutes ces choses font que, quand vous êtes en groupe, vous allez parfois vous mettre en retrait. Parce que vous avez besoin de faire une pause. Et ça, moi je l'ai vu dans l'autisme. Vous avez des gens qui sont Asperger, qui vont faire une apparition publique, et au bout de 5, 10 minutes, 20 minutes, mais qui se ferment et ne parlent plus, voire s'en vont. Parce qu'ils ont donné leur maximum. Leur maximum, alors on peut rigoler en disant c'est pas grand chose. Si, c'est beaucoup. Parce que ce qui se passe là-haut, comme calcul, c'est assez phénoménal. Les autistes Asperger, je vous rappelle quand même que leur quotient intellectuel est largement supérieur à la moyenne, et que quand ils parlent, on a le droit de les écouter. Que ce qu'ils disent, bien souvent, c'est un concentré de très très longues réflexions. Et ce sont bien souvent des choses importantes qu'on a besoin d'entendre, et même si nous, en tant que personnes normales extérieures, ça nous fait du mal. Parce que le mec, il pointe
des choses qui sont plus importantes que les anecdotes du quotidien, ce qu'on a mangé la veille et compagnie. Il va pointer, degré ou de force, tant bien tant mal, des choses dont les gens ont besoin. Et bien souvent, ils vont vexer les gens et se mettre à dos des personnes. Je l'ai vécu, je le vis régulièrement. Si vous êtes 7, vous le vivez peut-être. Parlez-moi dans les commentaires, mais ça rapproche de certains phénomènes autistiques, encore une fois. Alors si c'est pas ça, qu'on me donne un nouveau nom. Mais pour l'instant, moi, je n'ai que ça sous la main. Parallèlement à ça, dans vos activités intellectuelles, vous avez tendance à vous spécialiser. C'est-à-dire que on sait que vous êtes très horizontal parce que très adaptable. Toutefois, vous aimez être dans votre zone de confort. Vous aimez, vous avez des habitudes et vous aimez pratiquer des choses qui sont répétitives. Pourquoi? Parce qu'elles vous permettent de couper avec une journée difficile, puisqu'une journée pour vous c'est difficile, et de vous reposer. Des fois, il y a des gens qui regardent, des gens du CED, qui regardent des émissions complètement débilissimes et qui ne regardent pas en fait, qui simplement sont en une sorte de méditation et laissent passer quelque chose. Voilà. Ma mère le faisait beaucoup. Moi, j'ai jamais pu avoir une télé. Ça m'a jamais. Ça, pour moi, c'est vraiment. Ah, c'est une horreur. C'est impossible. Pour ce qui concerne la coupure, vous pouvez aussi avoir des phases de coupure où vous allez vous mettre à l'écart des gens, même de la famille, pendant parfois plusieurs jours. Et là, on va vous tomber dessus, puisque les gens ne font pas ça. Ils sont parfaitement constants dans leur présence. Eh bien oui, mais pas vous. Donc il faut leur expliquer, et puis c'est comme ça. Voilà. Au niveau de l'autisme de type Asperger, dans vos activités spécialisées, vous êtes extrêmement fort. Vous êtes imbattable. L'autiste Asperger est spécialisé aussi. Il est très fort dans ce qu'il fait. Dans votre gestion des émotions, eh bien vous ne montrez rien, mais c'est un feu intérieur, un bouillon permanent. Vous êtes souvent saturé, avec les mains moites, des tremblements, des suées, vous avez de la chaleur, vous avez froid, enfin ça ne va jamais vraiment être bien appréhendé, ce qui se passe autour de vous. Ce que disent les gens pour vous peut vous heurter énormément, ce qui se passe autour de vous, ce que vous voyez, ce que vous entendez. J'ai souvent réagi vis-à-vis de gens qui ne respectent pas leurs enfants dans la rue. Ouais, tout à fait. Je trouve ça complètement inadmissible. De les tirer par la main et de leur dire tais-toi, dépêche-toi, de ne pas écouter un enfant qui pleure, de hurler sur son chien, de le frapper. Et je me suis vu intervenir régulièrement. Je continue de le faire. Je le fais de mieux en mieux parce que je le fais avec moins de passion, moins d'excès, mais je trouve que c'est un devoir en quelque sorte. Et vous êtes sûrement aussi comme ça. Peut-être que si vous n'agissez pas, eh bien c'est un bouillon dévastateur qui va tourner, et très fort et très longtemps. Je pense que l'autiste Asperger est torturé de cette même manière par les stimuli qui sont autour de lui et ce qu'il en déduit, ce qu'il conclut après analyse profonde, parce qu'il le vit pleinement. Dans les sens, l'auditif, le visuel, l'olfactif, vous êtes au-dessus de la moyenne, il me semble, donc vous êtes de nature à être secoué par ce qui vous atteint, vous touche, ce qui vous percute, ce qui vous interpénètre, puisque vous savez que tous nos sens sont des choses qui détectent une pénétration, c'est-à-dire que la lumière entre dans votre œil, réellement, jusqu'à pénétrer quelque chose qui est proche du cerveau. L'air entre dans vos poumons et parcourt votre sang très vite, donc il est en vous. Ce que vous mangez passe à travers votre corps, non seulement à travers le tube digestif complet, mais aussi à travers les parois du tube digestif, vers le sang, vers les tissus adjacents. Les odeurs sont aussi filtrées par le rocher olfactif. Et avant d'activer des signaux électriques, elles sont bien de nature
traverser des tissus qui sont poreux, caverneux, etc., etc. Les idées, les pensées vous traversent. Elles sont en vous puisqu'elles résonnent dans votre cerveau, elles sont acquises. Au niveau de l'audition, les vibrations passent de l'oreille à l'oreille interne, vibrent physiquement dans votre corps, et les signaux sont transformés puis transportés dans le cerveau. Donc l'univers est en permanence à l'intérieur et à l'extérieur de vous, en circulation permanente. Donc nous sommes des éponges. Et vous, en tant que Seth, vous êtes une éponge particulièrement ouverte, particulièrement sensible. Donc vous avez tendance à être secoué. Et vous ne voulez pas le montrer, parce que c'est préjudiciable dans notre société. Donc ce qui est vibrant reste à l'intérieur. Et ça, pour vous, c'est assez dévastateur. Ça doit sortir. C'est pour ça que je parle souvent de sport et de loisirs, d'activités, de zones de confort, de coupures, de pauses. Vous avez besoin de dealer avec ce remous volcanique permanent. Je pense que dans l'autisme, on est confronté exactement à ça. Je l'ai constaté, il me semble. Je ne suis pas dans la tête d'un autre, mais les points communs sur ce sujet notamment m'ont souvent parlé, et ce point commun-là, à moi, m'a paru frappant en présence de quelqu'un. Dans votre façon de voir le monde, je pense que vous avez une très grande philosophie. Je ne sais pas si vous connaissez José Chovanec, mais au niveau philosophie, le mec se pose là, il est autiste Asperger, et il est en capacité d'intervenir dans des émissions, d'écrire des bouquins. Je pense que ça n'est pas un cas isolé. Vous êtes forcément analytique, forcément synthétique, donc forcément philosophe. Vous avez du recul, et ce recul vous sauve. Par exemple, dans ce qui est CED, on a du mal avec les institutions, la hiérarchie, l'uniforme notamment, etc. Ces choses nous impressionnent. Eh bien, moi je voulais être sauveteur en mer, et je me suis présenté aux pompiers étant jeune, je devais avoir 16 ou 17 ans, parce qu'il fallait que je passe par là pour pouvoir pratiquer cette activité professionnelle sur mon lieu de vacances, qui était à l'époque les plages de surf. Et j'ai pas pu, parce que quand je suis arrivé dans cette grande caserne, respectable caserne de Corbeil-Essonnes, qui est très historique, j'ai été très impressionné. Et j'ai eu du mal à me dire que j'allais pouvoir être en mesure d'entrer dans ce monde-là. Et pour plein de raisons, hein, que vous connaissez sûrement. Les gens, les grades, les règlements, l'apprentissage par cœur, les obligations, l'énergie, le rythme, ça me paraissait difficile à appréhender. J'ai été pompier après, il y a quelques années, donc plusieurs décennies plus tard. C'est un défi que je me suis posé, je voulais y arriver, je l'ai fait, et je l'ai très bien fait, dans le sens où je n'ai pas été submergé de partout. Et en intervention, je n'étais pas perturbé par ce qui arrivait. J'étais, je pense, assez performant, et j'avais une protection naturelle qui se mettait en place, qui est le détachement, qui me permettait une grande efficacité. Ce détachement, l'autiste le pratique. Il est extrêmement attaché. Je prends cette image, ce terme-là, volontairement, puisqu'il est attaché par le temps qui passe autour de lui, malgré lui, et il s'attache à des choses, des tâches. Par exemple, faire des alignements de petites voitures, dessiner toujours à peu près les mêmes choses, ou pratiquer un art, toujours le même, ou un hobby, ou avoir des gestuels ou des comportements répétitifs. C'est assez compulsif. Donc il est attaché à ça, et il est attaché par ce que les gens autour de lui proposent ou lui imposent. C'est plutôt imposé dans son sens à lui. Et donc, il a des phases de détachement. Je disais, c'est-à-dire que l'autiste, il est attaché, il est pris dans un tourbillon, et il est vite dépassé.
donc il va y rester un certain temps, et ensuite il a besoin de faire une coupure. Donc sa participation est toujours courte, elle est beaucoup plus intense qu'on croit, comme je disais, mais elle a besoin de connaître une pause régulièrement. Et lorsque il est coupé du monde, il l'est vraiment. C'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit. Et si vous forcez bien, c'est une explosion qui arrive. Je trouve là encore beaucoup de similitudes avec le fonctionnement des personnes qui sont dans Ehlers Danlos. Donc, pour conclure, je dirais que il est difficile aujourd'hui d'obtenir un diagnostic sur l'autisme Asperger quand on l'est de façon assez subtile. Mais il est encore plus difficile de se faire reconnaître Asperger quand on est SED. Pourtant, et là c'est une piste que je lance, pourtant les similitudes sont très nombreuses. Et ce que je peux décrire avec les mots est limité par rapport au vécu que j'ai eu sur mon expérience de la vie personnelle et aussi sur ce que j'ai constaté en présence de gens qui étaient Asperger. Je compte me rapprocher de ces personnes pour continuer mes investigations et aussi peut-être découvrir des choses que je n'avais pas comprises qui me concernent. Voilà, je vous invite à en faire autant si vous êtes concerné. Vous aurez affaire à des professionnels qui ne reconnaîtront pas, même vous connaissant, une tendance autistique type Asperger. C'est pas grave, continuez de chercher, parce que nous n'avons encore pas fait grand-chose dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, à part certaines équipes que je salue, qui sont très compétentes, que j'ai rencontrées dans mon parcours et qui m'ont diagnostiqué. Je les en remercie. Non seulement parce qu'elles sont très investies par leur travail, parce que leur approche n'est pas financière, forcément, et parce que bien souvent, ce personnel soignant est lui aussi atteint du syndrome d'Ehlers-Danlos. Oui, et ça fait énormément de différence. Je précise en passant que ces gens sont extrêmement compétents dans leur domaine, non seulement parce qu'ils sont SED et qu'ils sont spécialisés dans leur mode de pensée sur ça, parce qu'ils ont choisi ce truc-là dans lequel ils étaient déjà bons à la base, mais en plus parce qu'ils le pratiquent de façon intensive. Le flot de personnes qui sont diagnostiquées SED est énorme en ce moment. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a que quelques cas en France. Il y a des légions de gens qui défilent dans ces cliniques spécialisées. Il y a des légions de gens qui n'ont pas encore compris qu'ils l'étaient, et j'espère que ça les aide, ce que je fais, et qui le seront demain. Il y a des légions de gens qui sont SED et qui vivent comme ça, dans la pleine ignorance, et qui ne sont pas gênés, qui ne seront peut-être pas détectés tant que le syndrome ne sera pas de nature à les atteindre et à les gêner pour qu'ils aillent chercher quoi que ce soit. J'ai découvert autour de moi 2 personnes qui ont été confirmées ensuite sur l'espace de 2 ans depuis mon diagnostic, et je soupçonne 2 autres qui présentent tous les aspects du syndrome. Donc, c'est-à-dire que comme je ne connais pas beaucoup de personnes, on peut conclure qu'il y a des masses de gens qui sont dedans et qu'on n'a pas encore vu. De la même manière que dans l'autisme, on s'occupe d'avoir une analyse assez fine et assez nuancée depuis assez peu d'années, puisque depuis, on va dire, les 40-50 dernières années, l'autisme était détecté quand il était lourd, et puis c'est tout, quoi. Hein. On a également aussi fait des erreurs médicales en envoyant en soins pour autisme des gens qui étaient SED, ou alors en envoyant en soins lourds des autistes qui étaient légers et qui étaient capables. Il y a des exemples, il y a même des gens connus qui en parlent. J'espère qu'on va commencer à réfléchir
au lien qu'il peut y avoir entre le syndrome d'Ehlers-Danlos et l'autisme. Alors moi, mon idée, c'est que l'autisme vient d'une saturation des récepteurs. Si vous êtes SAID, vous êtes en augmentation par rapport à d'autres personnes de vos récepteurs. Donc il y a une similitude qui est indéniable. Je veux dire, de facto, si vous augmentez toutes vos perceptions, vous êtes obligé d'avoir des pics et des creux. Vous êtes obligé d'avoir des coupures. Vous ne pouvez pas être à fond tout le temps. L'être humain n'est pas une machine ultra performante et inaltérable. L'être humain, c'est partout à peu près le même. On est tous composés pareil. On a des tendances. Donc c'est-à-dire que si un être humain est très excité pendant 4 heures, il devra se reposer pendant 4 heures. C'est-à-dire, c'est, voilà, vous ne pouvez pas ne pas dormir ou ne pas manger, vous êtes un être humain. Donc à partir de là, pour moi, l'autisme et les phases basses du SAID, pour moi, il y a un lien. Voilà, j'ai essayé de l'expliquer. Je resterai branché sur ce qui est découvert ensuite, et j'espère qu'on va avancer dans cette voie-là, parce qu'il est insupportable de se voir traité sur le chemin de notre enquête médicale, de dépressif, de bipolaire. Oui, ma sœur a été diagnostiquée bipolaire et internée 3 fois, avec des traitements très lourds. Je pense qu'il s'agissait d'une erreur manifeste, puisque son diagnostic SAID est arrivé juste après, et que le SAID n'est pas nécessairement bipolaire. Il a des phases de haut et de bas qui ressemblent à la bipolarité, mais qui pour moi n'en sont pas. Il n'y a pas forcément pour moi des crises de manie qui sont de nature dangereuse ou qui sont aussi intensives et qui échappent à tout contrôle par rapport à quelqu'un qui est dépressif bipolaire. Nous ne sommes pas dépressifs. J'ai entendu que j'étais dans une fatigue chronique aussi, comme ça, sans explication. J'ai entendu il y a 3 ans que j'étais hypocondriaque. Ah bon? Vous avez une analyse fine, vous vous exprimez beaucoup parce que vous cherchez, parce que vous voulez partager, parce que vous voulez qu'en face il y ait de l'intelligence analytique qui vous soit attribuée. Et on vous dit vous êtes donc hypocondriaque. Parce que les gens ne réfléchissent peut-être pas autant que vous. Vous ne l'êtes pas. Vous vous écoutez, vous pensez, vous parlez, vous êtes un enquêteur. Voilà. Vous n'aimez pas le mystère, vous aimez les réponses, vous aimez savoir, vous aimez emmagasiner pour votre culture personnelle. Donc tout ça vous amène à vous poser des questions et à poser des questions. Voilà, je pense avoir fait le tour. C'est assez difficile parce que je ne suis pas dans un métier médical, je ne suis pas diagnostiqué depuis longtemps et je ne suis pas dans la tête d'un autiste. En l'occurrence, il m'est souvent arrivé de penser que j'avais une tendance autistique. J'ai été mal accueilli quand je l'ai supposé devant le corps médical. J'espère que ça changera au niveau de la réponse apportée et de sa brutalité. Même si nous apprécions les détails et l'honnêteté, il m'est arrivé de consulter pour avoir des renseignements sur des choses qui sont médicales que je ne connais pas, avec beaucoup de respect, mais il est difficile de concevoir, d'entendre des choses dures quand on n'est déjà pas bien, et puis d'entendre des choses qui sont manifestement fausses ou qui s'avèrent être fausses après. Voilà, je me dis qu'on progressera. Voilà, on progressera si on fait tous des efforts comme je suis en train de faire maintenant, pour supposer, proposer, pour avertir, alerter, pour contrecarrer des mouvances qui ne nous paraissent pas justes, parce que on parle de nous, mais on n'est pas dans nous, et nous on a aussi notre mot à dire. Alors il est un devoir de se prononcer, de chercher humblement à comprendre ce qui se passe, puisqu'on est en face de quelque chose qui est particulièrement polymorphe et très très profond. Je pense que l'humanité entière a un intérêt aujourd'hui à respecter l'autisme en général, qui est, à mon avis, de plus en plus répandu. Alors, parce que de plus en plus diagnostiqué, mais aussi peut-être
parce que de plus en plus présent. Et le syndrome d'Ehlers-Danlos qui est en explosion exponentielle, je l'ai vu, je l'ai vécu en clinique, lui aussi va être très répandu dans la population, donc il s'agit de savoir de quoi on parle. Une petite note avec le sourire pour terminer. Quelqu'un qui est médiatique et qui est Asperger a dit l'autisme c'est la norme du futur, c'est la norme de demain. Alors peut-être que c'est de facto ce sera ça, peut-être que nous avons intérêt à ce que ce soit ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est en train d'arriver et il y a de nombreuses entreprises qui cherchent ce genre de profil, consciemment ou pas. C'est assez drôle parce que on veut des gens spécialisés et doués et que dans ces deux spécificités que sont SAID et l'autisme, notamment Asperger, eh bien on a des gens qui sont doués dans ce qu'ils font et on va leur demander de le faire. Nous sommes dans un monde technoïde, performant, qui pousse la compétence au maximum, qui pousse l'intelligence au maximum, puisqu'aujourd'hui, ce qui est vendu le plus, c'est ni plus ni moins que de l'intelligence. Nous avons donc notre place. Si vous ne l'avez pas trouvée, cherchez encore, bougez, n'ayez pas peur de changer, vous le pouvez, et vous serez dans cette boucle. À bientôt.